Nicolas Werth, nous allons parler du goulag. Alors, ce terme, tout le monde, peu ou prou, le connaît. Il apparaît pour la première fois en 1930. Mais ma première question sera, disons, prosaïque. Vous avez écrit récemment, en 2020, je crois, La route de la Kolyma, qui est un voyage avec des collègues russes sur les traces des camps de travail soviétiques. Et il y a une remarque qui m'a vraiment frappé, vous qui avez travaillé de nombreuses années en bibliothèque, c'est on apprend beaucoup de choses en allant sur les lieux, même finalement quand il y a peu de traces de ce qui s'est passé. Oui, et je regrette au fond d'être allé si tard à la Kolyma, mais c'était pas facile, parce qu'évidemment, bon, vous savez que la Kolyma, c'est vraiment le pôle extrême, on peut dire, du goulag, là où les conditions étaient les plus dures. C'est à l'extrême est de la Sibérie. On ne pouvait y accéder qu'après un immense transbordement en train, en convoi, dans des wagons à bestiaux qui duraient des semaines depuis la Russie centrale, même depuis la Sibérie occidentale. Et ensuite, du port de Vladivostok, il y avait encore une semaine de bateau pour arriver au port de Magadan, dans la baie de Nagaïevo, où étaient déchargés ces millions de détenus pour aller travailler dans les mines d'or, d'uranium, etc. Construire aussi cette route de la Kolyma. Donc, la Kolyma, c'est vraiment le pôle du goulag sur lequel j'avais beaucoup lu, mais je n'étais jamais allé, parce que d'abord c'est très compliqué encore aujourd'hui d'y aller, et c'est que grâce à Mémorial, et je suis allé avec deux membres de l'association Mémorial, Irina Flig et Oleg Nikolaïev, à la Kolyma. Et ça a été évidemment un choc de découvrir les lieux. Alors on voit très peu de choses aujourd'hui des camps, parce qu'au fond, ces camps ont disparu naturellement, je dirais, dans la nature, parce que au fond, ces camps ont fermé quelque part dans le courant des années 50. Rien n'a été entretenu, il n'y a eu aucune mémorialisation, pas de monument, pas de musée. C'était des camps essentiellement, les baraquements étaient en bois et on ne trouve quasiment aucune trace. Lorsque Tomasz Kiszny, un grand photographe spécialiste du goulag polonais, est allé en 1980, au début des années 90, il a d'ailleurs un magnifique livre de photos de Tomasz Kiszny qui s'appelle Goulag, qui est paru chez Ballant au milieu des années 90. Il y avait encore quelques restes, et je suis allé exactement sur les mêmes lieux où lui était allé 20 ans auparavant, et là il n'y avait quasiment plus rien. Par contre, il y avait des témoins, et c'est la première fois vraiment que j'ai pu interroger, enfin voilà, des rescapés, enfin du goulag. Il fallait vraiment que j'y aille à ce moment-là, parce que au fond c'était vraiment les tout derniers témoins encore en vie. D'ailleurs, depuis mon séjour, la dizaine de témoins que j'ai interrogés sont tous décédés, et j'avais aussi interrogé un responsable de camp qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur justement ce travail, non seulement, enfin, on a toujours le point de vue des détenus, mais avoir un témoignage d'un responsable de camp, c'est quelque chose qui était évidemment extrêmement rare et extrêmement intéressant. Alors,
Les camps sont des entités mobiles et mutantes, écrivez-vous, mais afin de bien cadrer, est-ce une notion, enfin le terme plutôt. Bon, il faut préciser que les camps sont apparus en Russie soviétique dès les premiers mois du régime soviétique, mais la question que vous vous posez et que tout le monde se pose, c'est existe-t-il une continuité entre ces premiers camps mentionnés par Lénine et Trotsky et les camps de travail staliniens? Alors je dirais une réponse suivante, oui et non. C'est-à-dire que, bien sûr, l'habitude d'arrêter arbitrairement des otages et des catégories de personnes simplement parce qu'ils appartiennent à une catégorie sociale indésirable a existé très tôt, dès 1918. Ça, c'est une chose. Mais le système d'organiser justement les camps de travail comme système sur une vaste échelle, avec pour but le travail forcé comme partie de l'économie nationale, parce que dans les camps qu'on appelait de concentration sous Lénine, ce n'était pas un travail forcé, c'était des camps d'internement, même s'il y avait aussi à côté des colonies pénitentiaires de travail, avec cette idée d'une rédemption, on va supprimer les prisons pour faire travailler les gens, le travail étant une forme de rédemption, de la faute. Mais disons que tout ça était à une petite échelle, puisqu'il s'agissait de quelques dizaines, au maximum peut-être de 200 000 personnes, alors que par le système du goulag, à partir des années 30, ce sont près de 20 millions de soviétiques qui sont passés à un moment ou à un autre par le système des camps de travail. Donc c'est une forme de travail forcé et de répression qui a touché un adulte sur 6 ou sur 7. Ça ne veut pas dire qu'il y avait 20 millions de personnes à un moment X au goulag, puisque les archives nous ont révélé les véritables chiffres du nombre de personnes qui ont été au goulag à un moment donné. À l'apogée du goulag, au début des années 50, il y avait environ 2 700 000 personnes dans les camps de travail forcé. En plus, on a découvert, c'était quelque chose qu'on connaissait quasiment pas, l'existence de villages de peuplement spécial où étaient déportés toute une série d'éléments indésirables. Donc, à vrai dire, on peut parler d'un système à deux vitesses. Il y a le camp de travail forcé du goulag où travaillent, peinent des gens qui ont été condamnés individuellement par une juridiction ordinaire ou par une juridiction d'exception dépendant de la police politique, et il y a des déportés, des exilés, des déplacés spéciaux qui ont été déportés et assignés à résidence dans des villages autour des camps, donc dans le but, si vous voulez, aussi de mettre en valeur des richesses naturelles de régions où personne ne serait allé de son propre gré. Donc c'est tout un système assez complexe qui s'est mis en place à partir de 1930 véritablement, à partir du moment où il y a eu justement la collectivisation forcée des campagnes et donc une véritable guerre déclarée par le pouvoir stalinien contre le monde paysan traditionnel qui ne voulait pas de cette collectivisation forcée, et du coup la répression s'est faite de plus en plus massive, et donc c'est ainsi qu'est né en début des années 30 le système du goulag, même si il y a eu une sorte de laboratoire du goulag dans les années 20 qui était le complexe spécial des Solovki, des camps de travail forcé des Solovki. Pourquoi laboratoire? Parce que c'est là qu'ont été expérimentés
au fond, les deux principes fondamentaux du fonctionnement du goulag. Un, l'équation mortifère entre le travail fourni par le détenu et la ration alimentaire qu'il reçoit. Et deux, de mettre ensemble les éléments criminels les plus endurcis et les politiques, les premiers étant mandatés, on peut dire, par l'administration pour rendre la vie la plus insupportable possible au second. Donc, cette expérimentation s'est faite dans ce camp spécial des Solovki qui a été fondé en 1923 et qui a prospéré donc tout au cours des années 30, mais évidemment à une échelle qui n'avait rien à voir avec ce qui est devenu après le goulag, puisque au camp des Solovki, il y avait quelques dizaines de milliers de détenus dans les années 20. Et la différence, c'est que les îles Solovki, c'était aussi un endroit où s'élèvent des monastères, les religieux avaient été chassés, donc ce n'était pas à proprement parler, disons, un camp avec des baraquements, disons, improvisés au milieu d'une nature vierge, de nulle part. Oui, bien sûr, enfin, absolument, mais en même temps, voilà, c'était un laboratoire qui a été, si vous voulez, étendu à l'ensemble du territoire soviétique avec cette idée que la main-d'œuvre détenue devait participer à l'économie nationale et devait donc participer notamment par ces grands chantiers pharaoniques de construction de canaux, de routes, de chemins de fer. On envoyait aussi les détenus dans les mines, dans les mines, travailler dans l'industrie forestière, et ça est devenu véritablement une part significative de l'économie nationale, puisque à la fin des années 30, par exemple, 60% de la production aurifère de l'Union soviétique était extraite par des détenus, 12% de la production de charbon, de bois, 80% de la production de nickel, etc., etc. Alors, je vais être aussi naïf que la serveuse que vous avez rencontrée dans une banlieue de Magadam, et vous lui demandez c'est quoi le goulag pour vous, et elle dit c'est peut-être un groupe de rock, mais excusez ma naïveté, ça veut dire quoi précisément goulag? Le goulag, ça veut dire direction principale des camps, tout simplement. Donc c'est une branche gérée par le NKVD, par la police politique, voilà, qui gérait d'ailleurs non seulement les camps, mais aussi les villages de peuplement spéciaux. Alors, l'épisode auquel vous faites allusion, dont je parle dans La route de la Kolyma, c'est que le premier ou le deuxième jour, quand nous sommes arrivés à Magadan, nous sommes allés justement donc dans cette ville qui a été créée, fondée par les détenus. Nous sommes allés dans une Pizza Hut et voilà, je voulais essayer de prendre le pouls un peu de la connaissance de la population, de nos générations, enfin de la jeune génération sur le goulag. Et à ma grande stupéfaction, peut-être un peu moins la stupéfaction de mes collègues de Mémorial qui s'en doutaient, cette jeune femme ne connaissait pas l'histoire de cette région. Et en effet, il y avait un groupe local de rock qui s'appelait Goulag, mais pour elle, voilà, ne connaissait pas. Et aujourd'hui, comme j'ai pu le constater en étudiant un petit peu les manuels scolaires aujourd'hui en Russie, le Goulag, l'histoire du Goulag n'est quasiment plus enseignée. Enfin, c'est une page dans un manuel de 300 pages centré en terminale sur l'histoire de la Russie et de l'URSS au XXe et au XXIe siècle, à la grande différence de ce qui se passait il y a 30 ans lorsque, au moment de la perestroïka et surtout dans les années 90, lorsqu'ont été faits les nouveaux manuels scolaires
juste après la chute de l'URSS, où la question du goulag était une question qui était largement abordée. Et on sait aujourd'hui, par exemple, qu'à la différence aussi de ce qui se passait au début des années 90, 70% des Russes considèrent plutôt positif le rôle de Staline dans l'histoire de leur pays. Alors, ce qui m'a étonné quand même, parce que même si on a lu Chalamov et d'autres, mais ce qui est étonnant dans votre route de la Colima, c'est ce que ça montre aussi, parce que ça évoque des fonctionnements auxquels on n'aurait pas forcément pensé, c'est cette porosité entre un monde plus ou moins normal, entre guillemets, et le monde à proprement parler de la répression des sévices. Alors, par exemple, il y avait du théâtre au goulag. Oui, absolument. Oui, le goulag était une véritable, au fond, une société aussi, enfin une société, on peut dire parallèle, puisque, en effet, au goulag, on avait, au fond, tous les représentants de la société soviétique, carrément. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas une catégorie qui était plus particulièrement ciblée. Sinon, alors, au goulag, on trouvait des intellectuels, on trouvait beaucoup de simples gens du peuple. Je rappelle que au goulag, il y avait à peu près 10% de véritables délinquants de droit commun, de criminels. On avait à peu près 20% de détenus qui avaient été condamnés pour des raisons politiques, de crimes, contre-révolutionnaires. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils avaient commis ces crimes, mais disons qu'on les appelait les politiques. Mais 70% des détenus du goulag étaient des citoyens tout à fait ordinaires, qui avaient été condamnés au titre non pas d'un article politique, mais de droit commun, pour, par exemple, avoir chapardé quelques épis de blé dans les champs du kolkhoz parce que tout simplement ils n'étaient pas payés pour leur travail dans les champs collectifs, ou voler quelques pommes dans le verger du kolkhoz, ou des ouvriers qui, étant très mal payés, avaient chapardé quelques bouts de tissu dans leur entreprise textile pour essayer de la revendre au marché noir. Plus de la moitié des gens condamnés au goulag étaient condamnés en vertu de lois hyper répressives réprimant cette dilapidation, ce vol de la propriété socialiste. Donc il faut imaginer que, en fait, au goulag, c'était énormément de gens très simples qui, en situation de détresse économique, avaient donc nécessité de survie, avaient commis un délit, un petit délit, qui était puni de manière totalement disproportionnée d'une peine de 5, 7, 8, 10 ans de camp. Voilà. Et donc, au goulag, en effet, on a un reflet, au fond, assez réel, de la société soviétique. Si l'on regarde, par exemple, par nationalité, au fond, aucune nationalité n'a été plus particulièrement ciblée. Il y a autant de Russes, d'Ukrainiens, peut-être un peu plus de Polonais, de Baltes et de Soviétiques d'origine allemande après 1945, puisqu'il y a eu énormément, évidemment, d'opposition, même de résistance réelle dans ces pays baltes, mais aussi en Ukraine occidentale, en Biélorussie occidentale, qui ont été intégrés à l'URSS après 1945. Voilà, mais globalement, on peut dire que c'est le reflet de la société soviétique. À tel point que vous évoquez la reine de la Colima. C'est un personnage absolument ahurissant, non? Oui, donc, si vous voulez, il y a bien sûr dans cette... il ne faut jamais oublier qu'il y avait donc les chefs des camps, et en particulier, bien sûr, en l'occurrence à la Colima,
Berzin, qui était au fond celui qui a fondé les camps de la Kolyma sur l'ordre de Staline, donc qui a mis en place, un des grands responsables du parti, qui a mis en place au fond le système des camps de la Kolyma à partir de 1932, d'ailleurs qui est tombé victime des purges, et si vous voulez, son épouse qui circulait avec lui dans la Rolls-Royce que lui avait offert Staline, qui était la Rolls-Royce qui appartenait enfin à Lénine, faisait donc ses tournées avec la reine de la Kolyma, qui a mal fini aussi également. Alors là, vous parlez d'une première crise de croissance et de consolidation du goulag pour la période 1933-1936. Donc, c'est au sein de cette séquence historique qu'on construit, si j'ai bien compris, la future ville de Magadan que nous venons d'évoquer. Et puis, c'est au cours de l'année 32 que, parce que là, il y a pas mal d'archives documentaires, un grand canal qui va relier la Moskova à la Volga. Non, enfin, en 32, c'est le canal Baltique Mer Blanche. C'est ça, ensuite, oui, c'est le premier, c'est celui-ci, oui. Oui. Et après, c'est le suivant. Oui. Alors, si vous voulez, le goulag s'étend sur tout l'espace soviétique, donc là où on a besoin de construire des infrastructures. Donc c'est vrai que le premier grand chantier pénal, c'est celui la construction du canal Baltique-Mer Blanche, qui est lancé en 1931 et qui est achevé en 1933, sur lequel peinent quelques 120 000 détenus, dont à peu près 10% meurent dans ce travail pharaonique terrible de construire, souvent à travers des roches très dures, ce canal, qui fait à peu près 240 km, dans des conditions extrêmement difficiles. Et sur ce premier chantier, au fond, apparaissent tous les vices du système, c'est-à-dire d'abord un gâchis de main-d'œuvre extraordinaire, ensuite l'absence, au fond, de toute technique moderne, et donc c'est le retour, comme dit très bien Chalamov, de l'âge de la brouette, c'est-à-dire qu'au fond, on va utiliser des instruments extrêmement simples, la brouette, la force de travail, tout simplement, le pic, la pioche, la pelle. Et donc, le résultat est un canal qui est achevé dans les temps, mais juste, ils ne l'ont construit pas assez profond, ni tant et si bien que les navires à fort tirant d'eau ne peuvent pas passer par ce canal. Donc, il y a un gâchis extraordinaire. Et ensuite, donc, il va y avoir ce recours permanent pendant, au fond, 2 décennies à ce travail forcé qui, évidemment, donne quelques résultats parce que, en fin de compte, les gens construisent un 2e transsibérien, une partie du 2e transsibérien, vont construire des canaux, des routes, etc., vont extraire de l'or, mais à quel prix, à quelles conditions? C'est un gâchis formidable de main-d'œuvre, sans parler de l'inhumanité, au fond, des conditions de travail, qui d'ailleurs sont très variables selon les camps, selon les périodes, parce qu'il y a de bonnes années, par exemple après-guerre, après la saignée terrible de la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte qu'il fallait, par exemple, exploiter de manière un peu moins extensive cette malheureuse force de travail forcée, et on va les nourrir un petit peu mieux. La mortalité baisse considérablement dans les camps. Si vous voulez, au début des années 50, la mortalité est de l'ordre de 1 à 2% par an, alors qu'elle pouvait atteindre plus de 20% pendant les années de guerre, où tout simplement on ne ravitaillait pas les camps, on avait d'autres choses à faire que de ravitailler les camps, vous voyez, ou même les années de la Grande Terreur, où on a des taux de mortalité de 10%, parce qu'il y a un afflux énorme de gens dans des camps. Il y a un mot qui résume ce gâchis, c'est la toufta, sur lequel Jacques Rossi
ce Français qui avait passé une vingtaine d'années dans les camps, qui a écrit une magnifique encyclopédie du goulag, Jacques Rossi, disait que le mot-clé de ce système du goulag, c'était la toufta. La toufta, ce terme inventé par les détenus eux-mêmes, ça veut dire gâchis, faux semblant, faux bilan, travail mal fait. Au fond, bon voilà, c'est-à-dire un gâchis absolument humain, économique, extraordinaire, dont les dirigeants soviétiques, et en premier lieu Beria, qui, après la guerre, avait la haute main sur, au fond, tout ce système, se rendaient compte, tant et si bien, d'ailleurs, qu'à la fin de l'époque stalinienne, au début des années 50, on a commencé à libérer massivement des détenus en les obligeant à travailler sur place, mais en tant qu'éléments libres, parce qu'on se rendait compte qu'au fond, c'était beaucoup plus rentable que d'avoir cette main-d'œuvre qui travaillait très peu et avec un prix de l'encadrement qui avait explosé. Il ne faut jamais oublier que pour les gérer ces 2,5 millions de détenus du goulag, on avait un appareil d'environ 300 à 400 000 personnes, des gardes, toute une administration. Et d'ailleurs, de manière significative, à peine 3 semaines après la mort de Staline, qui est mort le 5 mars 53, le 27 mars 53, Beria proclame une immense amnistie qui libère 1 200 000 personnes, près de la moitié des détenus du goulag, en quelques semaines. Là, on libère pas les politiques, mais entre guillemets, les droits communs, tous ces gens qui avaient été condamnés pour des broutilles, parce qu'on se rend compte que ce système a perdu toute efficacité, enfin n'a jamais eu d'efficacité économique, mais est devenu un boulet pour le système. Donc vous voyez, on a un système de travail forcé qui évidemment n'a rien à voir pratiquement avec le système de travail forcé qu'on a connu dans les camps allemands pendant la période nazie. Je ne parle pas du tout des camps d'extermination, mais les camps de concentration, de travail forcé. On est au fond dans des logiques qui on a l'impression que ce sont les mêmes logiques, mais si on regarde attentivement, ce sont des logiques quand même très différentes. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme d'autocritique de la part de Beria et d'autres au moment de la grande amnistie du 27 mars 1953 ? Pas d'autocritique, mais disons tout simplement une approche pragmatique. Il faut dégraisser le goulag, vaut mieux qu'il y ait 1 million de personnes, mais qu'on arrive à mieux faire travailler, parce que le système ne tient pas avec 2 700 000 personnes. On va garder un noyau. Bon, au départ, il ne comptait pas libérer les politiques. Et il faut dégraisser le goulag, c'est devenu tout simplement, donc c'est une approche pragmatique. D'accord, mais il y a des gens, par exemple, j'imagine, Molotov, il ne devait pas penser cela, il n'a jamais regretté quoi que ce soit. Oui. Enfin bon, il ne le disait pas, évidemment. Même Beria pensait que c'était... Oui. C'était ainsi, il fallait évidemment tenir la société, réprimer des gens, mais à un moment donné, il y avait tout simplement une prise de conscience que c'était un système qui tout simplement n'était pas efficace, parce qu'il y avait aussi quand même au départ, il y avait plusieurs fonctions au goulag. Bien sûr, une fonction de répression, d'intimidation, de terreur pour tous ceux qui résistaient. Et quand je parle de résistance, c'était plutôt qui essayaient de contourner, qui ne s'accommodaient pas du système, qui essayaient de le contourner. Mais il y avait aussi une fonction économique absolument centrale. Voilà. Et donc, c'est une approche extrêmement pragmatique qu'avait le système, puisque ce qui comptait, c'est que le goulag devait remplir, entre autres, une fonction économique qui n'a jamais rempli, véritablement.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien de continuité entre les bagnes tels qu'ils ont été évoqués dans la littérature russe, chez Tolstoï, Dostoïevski ou même Tchekhov, et le goulag? On peut dresser évidemment une certaine continuité, mais il ne faut jamais oublier que l'ampleur du goulag est absolument, on a un changement, un saut quantitatif qui fait que le goulag a une autre nature, puisqu'il s'agissait dans un premier cas de quelques dizaines de milliers de personnes, voilà, dans l'autre de millions de personnes, et les conditions de travail au goulag étaient infiniment plus dures que dans les bagnes tsaristes. Vous insistez beaucoup dans le recueil que vous avez dirigé sur le statut du témoin, une sorte d'archive vivante. Oui, ce qui caractérise justement ce dévoilement du goulag, c'est qu'au fond, il n'y a jamais eu aucun camp soviétique n'a été libéré par une puissance étrangère, comme dans le cas des camps de concentration ou d'extermination nazis. Donc, il y avait un silence sur les camps soviétiques, malgré le fait que, dès les années 20, un certain nombre d'ouvrages sont parus en Occident sur ces camps. Je rappelle que le premier ouvrage en français date de 1927, Raoul Duguay, Les Solovki, un bagne rouge. Donc, il y avait des témoins qui ont écrit sur les camps. Mais, au fond, ceux qui ont alerté sur les camps, ça a été donc d'anciens détenus. Il y a eu donc bien sûr ces premiers témoignages dès les années 20 et pendant les années 30. Ensuite, les premières études dans les années 40 et 50. Et ensuite, bien sûr, celui qui a révélé le goulag à une grande échelle à la communauté internationale, c'est évidemment Alexandre Solzhenitsyn avec l'archipel du Goulag. 73. Donc, cette réalité du Goulag a été dévoilée par des témoins, par des survivants, avant que toute étude historique soit possible bien plus tard, puisqu'au fond, l'ouverture des archives du Goulag, à partir de laquelle les historiens ont pu véritablement commencer un travail d'histoire, ne s'est faite qu'au début des années 90. Et alors, au vu de la situation actuelle, et ce que nous disions à l'instant de Chalamov, je cite sa phrase exacte, « Je fus épouvanté par cette terrible force humaine, le désir et la capacité d'oubli. » En tant que président de l'association mémoriale de France, cette capacité d'oubli est aujourd'hui, si je puis dire, appuyée, voire par le régime poutinien. Oui, il ne faut jamais oublier que, à part quelques très rares mémoriaux érigés par les représentants, les activistes de Mémorial, sur les lieux qui restent des camps, il y a certes un musée du Goulag qui a ouvert en 2015, ce qui montre que, au fond, la politique du pouvoir russe est un peu plus complexe qu'on le dit généralement. Donc, si vous voulez, il y a pas mal d'ambiguïté parce que, bon, en effet, on peut dire qu'un musée du Goulag a ouvert en 2015 à Moscou. Et donc, on ne nie pas totalement, mais en même temps, voilà, on voit qu'on en parle de moins en moins dans les manuels scolaires, etc. Donc,
la capacité d'oubli, la génération d'aujourd'hui sait fort peu de choses, même si elle pourrait aller visiter le musée du Goulag à Moscou. Mais voilà, il est indéniable que les jeunes d'aujourd'hui connaissent fort mal cette réalité. Alors, il y a des moyens de la faire connaître mieux. Par exemple, un journaliste de la télévision a fait un film qui a eu beaucoup de succès, sur Internet. Il est allé à la Colima et ça a été vu une vingtaine de millions de fois. Mais sa manière de montrer de la Colima avec, entre autres, des groupes rock, etc. Enfin, disons, c'est une certaine manière de s'adresser aux jeunes. Il y a un côté extrêmement superficiel, mais voilà, c'est une autre manière peut-être de faire connaître cette réalité à travers d'autres moyens. C'est un film qui est passé sur Internet. On voit très peu de restes de camps. On devine. On parle de Magadan. On ne nie pas qu'il y a des camps. Magadan, qui était une toute petite ville de pêcheurs et qui est devenue une énorme grande ville, de 200 000 habitants. Voilà. Et on voit les paysages. Tout ça, c'est entrecoupé de clips, voilà, si vous voulez, d'une manière de présenter quelque chose. Ça fait partie de notre passé, mais en même temps, on voit sans voir. Et ça, c'est, je pense, très caractéristique, au fond, de cette nouvelle culture historique, entre guillemets, qui s'est mise en place ces derniers temps.